Alright, fait qu'il est midi, on va commencer le live sur, je pense, un sujet qui parle à beaucoup. Puis, c'est l'impact du stress sur la douleur. C'est quelque chose qui est négligé, puis je pense que les thérapeutes en soi auraient davantage exploité ça avec leurs clients. Puisque c'est beau donner des exercices, c'est beau donner tous les correctifs possibles, mais si la personne est overstressed et que c'est un facteur qui est en majeure partie responsable de la douleur de la personne, ça se peut qu'on tourne un petit peu dans le beurre. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça important d'en parler, parce que je pense que quand j'ai fait l'annonce, il y en a beaucoup qui se sont sentis interpellés. Puis avec raison, en 2025, bientôt 2026, moi y compris, je pense que tout roule à une vitesse fulgurante. Ceux qui ont des enfants, vraiment, félicitations. J'en ai pas, puis je me sens débordé. Fait que j'imagine pas quand il faut aller porter les enfants ici et là, le meal prep, l'entraînement, bref, tout ce que vous passez à travers dans le groupe, c'est taxant, c'est demandant. Puis à un moment donné, il faut juste faire la balance entre est-ce que je suis productif à en faire trop ou je deviens plutôt dans la voie inverse ou que je deviens où ça me nuit plus que d'autres choses. Parce qu'on s'entend, c'est beau faire tes 4-5 entraînements semaine, tes 10 000 pas, ton déficit calorique, aller porter tes enfants, faire 40 heures semaine, faire ta réhabilitation pour tes douleurs, faire tes stretching, le cardio. À un moment donné, vient le temps que si tout ça mène à des douleurs ou à un burn-out, puis tu es obligé de, pendant 3 mois de temps, reculer de 10 pas, il faut comprendre à un moment donné c'est quoi la définition d'être productif. Fait que ce qu'il faut comprendre, je pense que la majorité vont être quand même familiers avec ces concepts-là. C'est quoi le système nerveux sympathique et c'est quoi le système nerveux parasympathique? Et pour ceux qui connaissent plus ou moins, dans le fond, le système nerveux sympathique, c'est vraiment pour préparer le corps à la fuite ou au combat, quand on vit une situation de stress ou de danger. Tandis que le système parasympathique, lui, va plutôt faire le contraire, préparer le corps au repos et à la récupération. Fait que c'est dans le cas du sympathique, bon, ça va s'activer en situation de stress, tandis que en parasympathique, ça s'active en situation de relaxation. Quand on parle de stress, on va sécréter adrénaline, noradrénaline, cortisol principalement. Pour le parasympathique, sécrétion d'acétylcholine. En cas de stress, le rythme cardiaque augmente, contraire dans le parasympathique. Dilatation des bronches quand on a un stress, tandis que quand on est relax, en mode parasympathique, notre rythme respiratoire, notre fréquence respiratoire va diminuer. Puis finalement, pour la pression sanguine, bon, elle va augmenter pour amener le plus de sang possible vers les muscles et le moins dans les organes, tandis que c'est le contraire. Par exemple, quand on est en parasympathique, le sang va être plutôt dirigé vers les organes. Puis, bon, ben, va un avec l'autre. Là, dans le fond, s'il y a moins de sang, plus de sang dans les muscles, il va y avoir moins de sang au niveau du système digestif, par exemple. Tandis qu'en mode parasympathique, c'est le mode qu'on veut favoriser quand on est en digestion. En gros, là, tout ça pour dire que le système nerveux sympathique va être là pour ta survie. Fait que, est-ce que c'est négatif? Pas nécessairement. Puis là, en 2025, c'est quoi les menaces pour notre survie? J'en ai mis quelques-unes, puis je suis sûr qu'on peut en trouver plusieurs autres, mais les plus évidentes, la sécurité financière. On veut tous avoir assez d'argent, puis je pense que ces temps-ci, il y a beaucoup de discours là-dessus, comme les gens sentent manquer d'argent, ça peut être une source de stress. Statut social, que ce soit des réussites scolaires ou professionnelles, relations amoureuses, les amis, les enfants, bref, comment on est perçu et accepté dans la société. Les états de conflit, des fois aussi, quand on a des conflits autant dans nos relations amoureuses avec des amis, les enfants. Un horaire chargé, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se retrouver là-dedans aussi. Ça peut être un virus, fait que tout ce qui affecte notre santé, que ce soit physique ou mentale. La douleur, la douleur est une source de stress et de menace pour notre survie.
Puis je l'ai mis en dernier, la performance, parce que c'est quelque chose que j'observe souvent, particulièrement avec les clients de GB. C'est vraiment cool de travailler avec vous parce que vous êtes très drivé, très motivé, très discipliné. Puis ça, c'est une grande qualité. Mais parfois, je remarque un certain pattern chez certaines personnes, pas toutes, où la performance et le désir de performer devient plutôt détrimental plutôt que productif. Fait que, je vous pose la question, y en a-tu qui se sentent à 100% satisfaits dans toutes ces sphères-là? Financièrement, socialement, ils ont leurs relations, les enfants, la famille, tout va bien. L'horaire n'est pas trop chargé, ils ont du temps libre pour eux, pour la famille et tout. La santé, pas de virus, pas de maladie, pas de douleur. Et côté performance, tout va bien. Je pense que c'est rare que les gens vont dire oui, qu'ils sont vraiment à 100% satisfaits dans toutes ces sphères-là. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je pense que la majorité vont avoir une ou plusieurs de ces menaces-là à faire face. Ce qui mène au cercle vicieux. Dans le fond, tout ça, là, ça vient à dire est-ce que la poule ou l'œuf vient avant? Bien, la douleur peut être un facteur initial qui va causer un stress, donc une activation du système nerveux sympathique, et en conséquent, va augmenter la perception de la douleur. Puis là, parce qu'on a plus de douleur, bien, on revient à réactiver la boucle et finalement, on se prend dans une boucle infinie où la douleur va être activée par le stress et parce qu'on a plus de douleur, ça crée plus de stress, ainsi de suite. Fait qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent amener à activer, si on peut dire, le système nerveux sympathique ou l'inverse, encore la poule ou l'œuf en premier. Mais on sait que si on manque de sommeil, bon, le système nerveux sympathique va être activé ou vice-versa. Si tu as le système nerveux sympathique dans le tapis et que tu es stressé, fort possible que ton sommeil soit affecté, ce qui va augmenter ta perception de la douleur. Donc, tu perçois plus la douleur. Et bon, il y a plusieurs études, j'en ai mis une ici en lien, qui démontrent une relation là, assez évidente entre le manque de sommeil et la perception de la douleur. Donc, plus on manque de sommeil, plus on ressent la douleur. Ensuite, bon, celui-là est un petit peu plus évident, le stress et l'anxiété chronique. Quelqu'un qui est tout le temps stressé, évidemment, il y a tout le temps le système nerveux sympathique dans le tapis et ça augmente la perception de la douleur. Encore une fois, une étude intéressante ici qui démontre une corrélation où quand on augmente ou on amène une situation de stress chez les gens, ils ressentent plus la douleur. Et inversement, si on réduit le stress, moins. Puis celui-là, très sous-exploité, mais les croyances qu'on a face à notre douleur. Fait que ça dépend vraiment de qui va suivre la personne pour la douleur. Puis là, je ne suis vraiment pas là pour parler contre personne. Là. Tout le monde a sa place. Mais des fois, il faut faire attention. Puis je vais venir un petit peu plus loin parce que l'effet placebo et l'effet nocebo ne sont pas à négliger. Parce que si j'arrive et je dis à quelqu'un qui a super mal, « Oh, c'est grave, je ne sais pas si on peut faire quelque chose. D'après moi, tu es prêt avec ça toute ta vie. » Ça risque d'activer le stress, donc le système nerveux sympathique. Et on a vu qu'il y a une relation entre plus on est stressé, plus on perçoit la douleur. Fait que finalement, c'est qu'on amène le scénario à la personne avec nos mots. Il faut faire attention à comment est-ce qu'on amène notre impression en tant que thérapeute à un client. Puis l'effet nocebo. Fait que le placebo, bon, quand on voit dans les études qu'ils utilisent un placebo puis qu'il y a un effet, c'est qu'il y a un effet positif. Le nocebo, c'est le contraire. Si je te dis je ne peux rien faire pour ta douleur, c'est extrêmement grave, écoute, l'effet nocebo risque d'embarquer, puis c'est ce que tu risques de croire, et ça se peut que ça empêche ta douleur. Fait que, attention face au diagnostic, OK? Ça, c'est super important, je l'entends très, très souvent. Ah, je suis allé faire un rayon X, mon médecin m'a dit que j'avais de l'arthrose dans le bas du dos. Fait que c'est pour ça que j'ai mal. Mais c'est pas comme ça que ça marche. La douleur, c'est multifactoriel. Puis j'avance pas ça de nulle part, OK? C'est prouvé scientifiquement. Les études démontrent que
la corrélation entre une imagerie médicale, que ce soit une résonance magnétique, une échographie ou les rayons X, et les douleurs n'est pas à 100% fiable. Puis ça a été démontré de quelle façon? Bien, l'exemple parfait que je viens de nommer, tu as mal au dos, tu vas voir le docteur, il te fait un rayon X, puis il dit que tu as de l'arthrose dans le bas du dos. Si on prend quelqu'un d'asymptomatique qui n'a aucune douleur dans le dos, il n'ira pas faire de rayon X, fait qu'on ne le sait pas, il y a peut-être de l'arthrose aussi. Puis c'est là que ça devient intéressant parce que quand on regarde les études qui font actuellement la comparaison entre des gens qui n'ont aucune douleur, par exemple dans le bas du dos, et qui font des résonances magnétiques, comparé à un groupe où sont atteints de douleurs lombaires, les gens qui n'ont pas de douleur dans le bas du dos sont pratiquement autant maganés. Okay? Ils vont avoir de l'arthrose. Ça se peut quand même des petites hernies, puis ils ne savent même pas. Fait que, finalement, c'est quand tu as pas mal, tu ne te fais pas tester. Fait que, évidemment, tu n'as rien sur une image pour te dire ah, ben c'est ça que tu as, puis c'est ça qui est responsable de ta douleur. Fait que, là, je ne suis pas en train d'invalider tout ce qui est imagerie médicale. Au contraire, c'est pertinent, mais c'est une pièce du puzzle. Fait que ne faisons pas du casse-tête au complet une seule pièce. C'est important de rassembler plusieurs facteurs ensemble. Donc, faire attention à ça ici, surtout comment c'est amené des fois par... je sens que les médecins sont souvent pressés. Fait qu'il y a ça sur un rayon X, donc tu as ça, donc c'est ça qui fait que tu as mal. Bien, c'est drôle, mais ça se peut qu'on fasse un rayon X sur quelqu'un qui n'a pas de douleur puis qui aurait exactement la même chose que toi. Ce qui vient justement amener à se questionner, est-ce que la douleur ne pourrait pas être causée par autre chose? Sujet très intéressant, est-ce qu'il y a une relation entre les niveaux de stress et l'inflammation? Parce qu'on s'entend que quelqu'un qui a beaucoup d'inflammation, bien évidemment, il va avoir une corrélation avec les niveaux de douleur. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui est plus stressé va être plus susceptible d'avoir un haut niveau d'inflammation? Bien, évidemment. Fait que je te montre ici un petit peu niveau stress, si on compare le stress à court terme à un stress chronique. Un stress à court terme, la sécrétion de cortisol, adrénaline, noradrénaline, mais ici on va se concentrer sur le cortisol. Le cortisol va se lier à des récepteurs qu'on appelle les récepteurs glucocorticoïdes. Et un peu comme si vous êtes familier avec le diabète, bon, l'insuline va être sécrétée de façon abondante, chronique. Et à un moment donné, les cellules deviennent insensibles à l'insuline et l'insuline ne peut plus bien faire son action. Le concept est différent, mais quand même va partager certaines similarités ici parce que quand le cortisol se lie à ces récepteurs-là, ben c'est drôle parce que je suis sûr que vous avez tous entendu « Ah, le cortisol, il faut que je fasse baisser ça. Ah, le cortisol, ça pourrait être ça qui est mon système immunitaire ou c'est pour ça que j'ai une petite bedaine et j'ai de la misère à perdre du poids. » Oui et non. Ce n'est pas un coupable là, tout le temps à pointer du doigt parce que le cortisol est bénéfique. Il va activer le système immunitaire et il va avoir une action anti-inflammatoire et même analgésique. Donc, un stress à court terme, c'est un stress normal. Il y a une chaîne de réaction qui s'ensuit qui est bénéfique. Là où ça peut venir nocif, c'est quand on parle de stress chronique. Fait que là, on sécrète du cortisol de façon prolongée. Les récepteurs sont constamment exposés au cortisol, donc deviennent moins sensibles. Fait que le cortisol fait moins son action et on a ici établi que son action avait une action anti-inflammatoire et aussi sur le système immunitaire. Fait que qu'est-ce que tu penses qui arrive si tu es tout le temps stressé, que tu sécrètes du cortisol de façon prolongée? Bien, ton corps, les cellules, les récepteurs ne sont plus aussi ouverts à l'action du cortisol. Donc, ces actions anti-inflammatoires et sur le système immunitaire ne sont plus là. Et il faut faire attention parce que là, il y en a qui vont dire « Ah ben là, je vais aller faire une prise de sang et je vais regarder si mes taux de cortisol sont hauts. » Tu peux avoir un taux de cortisol normal, mais une désensibilisation des récepteurs glucocorticoïdes, ce qui fait que même avec un cortisol normal, il n'exerce pas son action au niveau des récepteurs. Donc, ce n'est pas parce que tu as un niveau de cortisol normal que tout est beau. Fait que si c'est normal sur une prise de sang et que ça ne veut pas dire que tout est beau, tu dois te poser la question, OK, mais c'est quoi je peux faire d'abord?
C'est là que ça prend encore une vue d'ensemble parce qu'une prise de sang, c'est une chose à considérer dans tous les facteurs possibles, un peu comme le rayon X que je parlais tantôt. Fait que, faut travailler avec quelqu'un qui va prendre les variables en considération. Est-ce que la personne, elle manque de sommeil? Elle a-tu de la misère à dormir? Elle fait-tu de l'insomnie? Est-ce que sa récupération est optimale? Des traumas passés, ça peut grandement influencer. Rendu à 30-40 ans, des fois, on a des schémas de personnalité qu'on s'est formé suite à des choses qu'on a vécues à l'enfance. Et est-ce qu'on est en présence de quelqu'un qui fait beaucoup d'anxiété et de stress? Donc, si tes niveaux de cortisol sont normaux, mais que plusieurs de ces facteurs-là qui ne sont pas en règle, ça ne veut pas dire cortisol est correct, fait que tout est beau. Non, on peut quand même jouer sur ces variables-là. Puis il faut aussi référer aux bonnes personnes pour des tests plus poussés. Le cortisol sur une prise de sang, c'est bien, mais on peut regarder le CRP qui est un marqueur de l'inflammation. On peut regarder le ESR, on peut regarder les globules blancs. Puis ici, je les ai mis en orange, parce que c'est des choses qu'on va trouver un petit peu moins facilement, là. Surtout si vous allez au public, peut-être un peu plus au privé, ou sinon dans la médecine fonctionnelle. Des fois, les naturopathes peuvent avoir des bonnes personnes à qui référer. Le cortisol salivaire, sur plusieurs jours, ou les cytokines, fait que d'autres cytokines là, ici que j'en ai mis 3. C'est rare qu'ils vont tester ça là, normalement dans des prises de sang standard. Fait que finalement, si on veut influencer cette boucle-là, comme j'ai dit, le cercle vicieux tantôt de douleur égale plus de stress égale plus de douleur, il faut venir réussir à augmenter l'activité du système nerveux parasympathique. Plus on est en mode relax, plus notre perception de la douleur diminue. Et moins on a mal, moins on est stressé. Moins on est stressé, plus on est en mode parasympathique. Et on finit par nourrir une boucle beaucoup plus saine. Fait que si on revient là-dessus, le système nerveux sympathique, il est là pour notre survie. Fait qu'en gros, toute sensation désagréable. Fait que quand on a faim, on a soif, si on est insatisfait d'une situation quelconque, que ce soit au travail, dans une relation, la déprime, la dépression, avoir peur, se sentir seul et même la douleur, toutes ces sensations désagréables-là ne sont pas là pour rien, sont là pour nous donner un message que quelque chose qui nuit à notre survie. Qu'on s'entend, si tu as soif, ça veut dire bois, parce que si tu n'avais jamais la sensation de soif, tu mourrais de soif à un moment donné. Fait que, en tant qu'humain, on a une forte tendance à vouloir éviter l'inconfort, à vouloir éviter le négatif et à tout le temps vouloir peser la balance du côté du positif. Mais en réalité, on est programmé pour être comme ça, c'est-à-dire pour voir le négatif beaucoup plus que le positif, puisque comme j'ai dit, le négatif est là pour notre survie. Fait que le programme de notre ego, de notre cerveau, de l'humain qu'on est fait pour être très alerte face au négatif, puisque c'est ce qui sert à notre survie. En vérité, ce qu'on devrait viser, c'est une balance, un équilibre entre les deux. Puisqu'on est programmé pour vouloir, en fait, on veut le plus de positif possible, mais qu'on est programmé pour voir le négatif, la fâcheuse tendance qu'on a à faire, c'est de choisir la voie facile. J'ai mal, une pilule. Au lieu de j'ai mal et de prendre un processus beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long pour en arriver à un résultat positif. Si par exemple on prend la faim, tu as 2 choix. J'ai faim, je suis rassasié. Les deux, c'est la même conclusion. Par contre, le fast-food, c'est un exemple parfait. Le fast-food, c'est des calories rapides et faciles, tandis que s'éduquer sur la nutrition, aller à l'épicerie, faire les bons choix à l'épicerie, acheter des aliments sains,
souvent moins savoureux, moins tentant parce qu'on est programmé pour, si on a faim, avoir accès facile à de l'énergie. Donc, c'est sûr qu'on va craver des choses beaucoup plus sucrées et grasses. Puis, prendre le temps de cuisiner tout ça, là, c'est un chemin tout entremêlé beaucoup plus long et difficile pour en arriver à la même conclusion. Fait que l'humain va avoir la fâcheuse tendance à prendre la voie la plus facile. Même chose pour la douleur. Fait qu'ici, le sujet de l'atelier, c'est vraiment sur la douleur. Bien, les gens, quand ils ont mal, ils ont souvent tendance à choisir des approches passives. La première chose, bon, le repos. Bon, ben gars, je vais tout mettre de côté temporairement, puis ça devrait partir. Fait que oui, ça se peut que ça soulage. Tandis qu'une approche active, bon, tu consultes, tu te fais évaluer, puis la personne te donne son impression et te donne des exercices à faire. Donc là, ça inclut qu'il faut que tu fasses un effort. C'est beaucoup plus dur ça et plus long et laborieux que juste t'asseoir et rien faire. Ensuite, il y en a qui vont opter pour encore là aller voir des thérapeutes qui ont une approche passive, fait que se coucher sur une table et laisser quelqu'un faire le travail. Je n'enlève pas le crédit de ce type d'approche-là. Ça peut être dans quelqu'un qui est déjà sursaturé et extrêmement stressé, une bonne approche. Ça reste une voie simple. J'ai mal, je vais aller me coucher sur une table et laisser quelqu'un faire son traitement sur moi comme si toute la solution reposait sur quelqu'un d'autre, plutôt que de prendre la voie un peu plus difficile, qui est d'implémenter dans ta routine du temps pour toi-même t'occuper de ta santé puis de faire des exercices correctifs. Puis finalement, ben, le soir, tu peux revenir et te dire « Ah, c'est good, j'ai vu le masso aujourd'hui, fait que j'ai fait ma bonne action, puis il m'a dit que j'étais un peu tendu là, fait qu'il a massé ça, puis là, c'est correct. » Ou tu te poses des questions, tu t'éduques sur le sujet, tu fais des recherches, tu écoutes du contenu éducatif, entre autres mes ateliers. Fait que, dans le fond, tout ça pour dire que ben, si vous écoutez ça, vraiment, d'un, félicitations, parce que c'est signe que vous êtes déjà en train de prendre le chemin un peu plus difficile. Puis, je vais vous expliquer l'avantage. C'est que, ici, dans le fond, c'est sûr que ça, c'est une loi universelle. On prend le chemin où il y a le moins de résistance pour atteindre notre destination. C'est là-dessus que notre programme de survie repose, mais aujourd'hui, c'est un petit peu échu comme façon de procéder. Parce qu'avant, si on était en famine, c'est sûr qu'on cherchait la facilité à obtenir des calories. Aujourd'hui, on a tellement accès à tous les choix, tout est là en abondance, que notre mécanisme de survie est un petit peu désuet. Fait que tout ça pour dire, quand on prend la voie facile, ça soulage sur le coup, mais si on parle, mettons, de quelqu'un qui a une douleur puis qui fait juste se reposer, bien, que ce soit se reposer ou faire des approches passives, tu ne gagnes pas de force et de résilience avec ça. Tu ne gagnes pas de la résilience au stress, de la force musculaire. Tes tendons ne viennent pas plus forts à juste te faire masser ou à juste te reposer. Puis, quand tu ne t'éduques pas, bien, d'un, on l'a dit tantôt, tes croyances face à ta douleur vont influencer tes niveaux de douleur. Fait que tu reposes sur le point de vue de quelqu'un d'autre qui pourrait ne pas nécessairement avoir la vérité absolue, puis qui te dit ça. Ah, t'as mal, c'est parce que t'as les épaules avancées. OK, j'ai les épaules trop avancées. Ah, je vais essayer de me tenir droite puis de reculer. Là, tu te mets à avoir mal d'un trapèze parce que tu es tout le temps en train de forcer parce que le masso t'a dit que tu avais les épaules avancées. Éduquez-vous, puis vous allez comprendre des choses que c'est pas nécessairement quelqu'un d'autre qui a la réponse. Fait qu'au bout du compte, si on prend la voie qui est plus complexe pour en arriver à un soulagement, oui, c'est beaucoup moins récompensant sur le coup. Ça va moins soulager, mais à long terme, si on parle par exemple d'implémenter une routine d'exercice, bien, on sait que l'exercice va augmenter la sécrétion d'endorphines, tu vas te sentir accompli, tu sais, et puis tu gagnes la force. Ce que tu ne gagnes pas en te couchant sur une table ou en te reposant. Puis l'approche active va aussi te donner le pouvoir sur ta douleur. Ça, c'est puissant. Parce que juste là, ça en vient encore au système de croyance. Si tu crois que tu peux faire quelque chose toi-même, juste le fait de croire ça peut avoir un impact sur ta douleur.
Puis finalement, l'éducation, bien, savoir reconnaître qui est compétent. Fait qu'à un moment donné, si tu connais rien, ben moi, je pourrais en ce moment être en train de te présenter cet atelier-là puis te dire de la bullshit complètement. Tu ne le sauras pas parce que tu ne t'informes pas. Fait que c'est là que c'est important d'avoir un minimum d'éducation, particulièrement sur notre santé, pour justement prendre le bon et laisser le mauvais de côté. Puis il y a tout le temps du bon et du mauvais. Mais c'est sûr que quand on regarde du contenu sur Facebook, c'est fait rapidement, c'est des petites vidéos de 30 secondes, c'est dur d'aller nuancer puis d'apporter des détails. Et pour attirer l'attention, on va souvent dire « Ah, fais pas ça, c'est pas bon ». Il faut aller creuser plus loin. Au final, l'inconfort et le stress font partie de la vie, OK? Fait qu'il faut comprendre que ça joue un rôle essentiel pour notre survie. Ce n'est pas nécessairement le démon. Le poison est dans la dose. Le poison étant le stress. Fait que ça se peut que ça passe jusqu'à temps que ton vase y déborde. Fait que si on dit le poison est dans la dose, tout ça pour dire, dans le fond, c'est une question d'équilibre. Puis, si on regarde la balance entre, on veut un équilibre entre le parasympathique et le sympathique, là, il y a plein de choses qui peuvent faire peser la balance au niveau du système nerveux sympathique, mais il y en a une, je vais vous nommer ceux qui vous concernent un petit peu plus. La caféine, OK? Souvent, les gens qui s'entraînent, caféine, puis je dis les gens qui s'entraînent, même ceux qui ne s'entraînent pas, le café, c'est comme quasiment une partie de notre culture. Fait que la caféine, oui, il y a plein de bénéfices pour la santé au café, mais je pense que quelqu'un qui est déjà overloadé, qui a déjà le cortisol, tu sais, rendu à un point, comme j'ai dit, où ça se peut que tes niveaux de cortisol soient normaux, mais que tes récepteurs ne soient plus sensibles, tu es rendu dans un état que ton vase déborde. Le café, ce n'est pas nécessairement le problème. Ton vase il est déjà plein. C'est ça le problème. Et le café vient rajouter dans ton vase. Fait que la caféine, à faire attention. Je pense qu'en modération, c'est correct, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde que le terme modération, pour eux, prendre 3 cafés par jour, c'est correct. C'est juste 300-400 mg de caféine. C'est élevé. C'est quand même élevé, même si c'est loin d'être le max qu'on peut tolérer. Puis, particulièrement sur les heures qu'on la consomme aussi. Moi, personnellement, une fois le matin, puis c'est fini. Après ça, that's it. Puis même que là, j'en prends pas de caféine. Justement parce que je me sens overloadé. Fait que je pense que c'est important de pouvoir travailler avec quelqu'un qui est capable de reconnaître est-ce que c'est ton cas et de toi-même pouvoir le reconnaître. Parce que comme j'ai dit, la caféine pourrait être la goutte qui fait déborder le vase dans un vase déjà plein. L'entraînement, c'est drôle hein, que je dise ça, mais l'entraînement, je vais juste apporter un peu plus de détails là-dessus. À un moment donné, s'entraîner 5 fois semaine, gros volume tout le temps, 10 000 pas par jour, ton cardio 3 fois semaine, 1 heure, plus tes activités, si tu aimes ça, aller faire de l'escalade, du hiking, peu importe. Tout ça, ça reste un stress physique pour le corps. La même réaction physiologique se produit. Fait que là, à un moment donné, il y en a avec qui je travaille que c'est comme, OK, mais là, il faut que je fasse mes entraînements, il faut que je fasse mes pas, puis là, mes séances de cardio. Là, moi, je leur rajoute des exercices de rehab par-dessus ça. Puis à un moment donné, je me dis, il faut enlever quelque chose en quelque part. Je comprends, là, tes 10 000 pas, c'est votre non négociable. Là, vous êtes dans une phase de perte de poids, fait que là, les pas, les cardio, là, c'est absolument, faut pas déroger de ça. Un individu, c'est un individu, OK? Puis c'est pour ça que vous avez un coach. Puis c'est important de bien communiquer avec ce coach-là. Puis j'ai vu, ça doit faire un mois, un post de Jonathan Sirois que j'avais trouvé intéressant. Si je me souviens bien, ça se peut que je manque des détails, mais avec une de ses clientes qui perdait du poids, ça allait super bien. Puis là, elle continuait, puis là, tout a stagné, puis même elle reprenait du poids, puis elle ne comprenait pas. Bien, avec le HRV, le Heart Rate Variability, Jonathan avait demandé les mesures, sûrement que la cliente avait une bague, le Oura Ring, et avait constaté que ce n'était pas vraiment optimal.
Fait qu'à ce moment-là, ça peut être pertinent d'enlever certains facteurs dans l'entraînement. Là, ce qu'il disait, il avait réduit un peu les séances de cardio. Peut-être, encore là, je ne me souviens plus trop, mais je dis ça de même, peut-être mettre des full body, puis juste 2-3 entraînements semaine temporairement, puis refaire pencher la balance du côté parasympathique pour regagner cette mesure-là du HRV. Et finalement, cette cliente-là s'est remise à perdre du poids et à progresser en faisant moins. OK? Fait que même chose pour les douleurs. C'est pas toujours en faisant plus. Ensuite, le cardio. Bon, ben, même chose. L'entraînement cardio, là, tout ce que je viens de dire est valable aussi. Puis finalement, nutrition, etc. Fait que ce que je veux dire par là, ça m'arrive souvent d'avoir encore des clients de GB et moi, je pose beaucoup de questions quand je parle à ces personnes-là et je remarque qu'il y a un certain pattern. Il y en a que quand ils font le défi SIPAC, gros déficit calorique, beaucoup de cardio, plus de restrictions, une douleur qui était déjà présente, ils vont dire ça fait longtemps que c'est là, ça me gossait un peu. Mais là, depuis les 2 derniers mois, là, ça commence à être l'enfer. OK, qu'est-ce qui s'est passé là, les 2 derniers mois? Ben là, pas grand-chose, mais c'est sûr que j'ai augmenté mon cardio parce que là, je suis dans mon défi SPAC. Fait que là, OK. Fait qu'effectivement, c'est pas nécessairement le cardio, le déficit calorique est une chose à pointer du doigt, mais des fois, c'est l'ensemble de tout. Parce que ça reste qu'un déficit calorique plus de cardio, puis le défi SPAC en soi peut être un élément stresseur pour le corps qui peut arriver à un point où ça augmente des douleurs déjà préexistantes. Et si on veut faire, là ici, c'était plus une question d'enlever de la balance du côté du système nerveux sympathique pour restaurer l'équilibre, mais on peut aussi rajouter des trucs du côté du système nerveux parasympathique. Idéalement, on fait un peu des deux. Fait que ça va avoir l'air bien cliché et un peu bizarre, mais la méditation. Puis là, avant d'embarquer là-dedans, la méditation, c'est pas obligé là, de t'asseoir en indien puis de te mettre de la musique de spa ou peu importe. Là. Ça peut être juste de prendre le temps de t'asseoir 10 minutes sans rien faire. Pas de TV, pas de téléphone, pas de musique, pas de podcast, pas de livre, rien. Ça, on ne fait pas ça souvent. Juste ça en soi, ça peut être bénéfique, mais pour ouvrir la parenthèse sur la méditation, particulièrement la méditation pleine conscience, il y a beaucoup d'études, en fait, qui démontrent un effet positif sur les douleurs. Fait que, tu sais, c'est quand même drôle de dire « Hey, je fais rien, là. Je m'assois puis je prends conscience de mon environnement, je prends conscience de mon ressenti, de « OK, j'ai de la douleur, ouais, ça feel comment? » Juste ça en soi, il y a beaucoup d'études qui montrent que ça peut diminuer la perception de la douleur de pratiquer ce type de méditation-là. En gros, la méditation pleine conscience, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est on observe autour de soi, on constate, on regarde, on se dit, bon, je suis en sécurité, il n'y a pas de raison de crainte pour ma survie, de constater les raisons pour lesquelles on pourrait être reconnaissant, d'être ancré dans le moment présent, de ne pas stresser pour demain, de ne pas se demander qu'est-ce qu'il faut faire dans 5 minutes. Puis ça, je dis idéalement de mettre une alarme ou de le mettre dans son horaire parce que si on se dit je vais le faire quand j'ai le temps, souvent ça prend le bord. Mais, si ton vase est déjà plein et que tu te rajoutes comme tâche, faut que je médite, faut que je m'étire, faut que je fasse mon gym, faut que je fasse mes pas, faut que je fasse mon cardio, ça se peut que rajouter la méditation devienne un élément stresseur. J'ai déjà vu ça. C'est pas mieux rendu là, OK? Fait que c'est pour ça que quand je dis, oui, il faut en rajouter du côté du système nerveux parasympathique, il faut penser à en enlever aussi. Vois ça comme une batterie, OK? Bon, on veut voir le parasympathique comme ce qui recharge notre batterie. Puis le système nerveux sympathique, c'est ce qui la draine. Mais si ma batterie est drainée tellement vite, je peux rajouter des choses là, du côté du système nerveux parasympathique pour la recharger. Si je n'enlève pas d'éléments qui drainent ma batterie suffisamment pour que ça s'équilibre et que ma batterie puisse continuer de fournir, ça ne marchera pas. Là. Fait qu'il ne faut pas juste rajouter des affaires puis dire OK, il faut que je médite en plus de faire tout ce que je fais déjà. Il faut en enlever aussi.
Fait que des petits trucs de même, l'application Headspace, j'aime bien ça. C'est pas obligatoire. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a besoin de plus de flafla qu'on devrait en avoir besoin. Fait que si ça peut nous aider quelques-uns, Headspace, je trouve de toutes les applications que j'ai essayées, j'en utilise plus maintenant, mais je trouve que c'est elle qui faisait le plus de sens. Puis ils ont justement fait un documentaire sur Netflix, vraiment intéressant. C'est des petits épisodes de 10-15 minutes. Fait que ça, c'est très, je trouve que c'est très facile à implémenter dans sa vie. Épisode de 10-15 minutes, c'est fait exprès pour ne pas être long. Un intro de 5 minutes, OK, aujourd'hui, on va aborder tel sujet, tel type de méditation. Il explique un peu c'est quoi, comment la faire, puis boum, tu as un 5-10 minutes à la fin de pratique de cette méditation-là. Fait que, très intéressant, les visuels vraiment simples, des petits dessins animés, c'est pas lourd à regarder du tout. Fait que Headspace, en français, le guide Headspace de la méditation, sur Netflix. Ensuite, bon, il y a plusieurs suppléments qui peuvent aider à faire pencher la balance du côté du système nerveux parasympathique. Je ne les nommerai pas toutes, mais la théanine en est un. Intéressant, justement, ça vient jouer au niveau du GABA, ça vient aussi diminuer l'action du glutamate, là, qui est un neurotransmetteur excitateur. Ça traverse la barrière du cerveau et va amener ce qu'on appelle des ondes alpha, fait qu'il y a plusieurs zones au niveau du cerveau. Par exemple, en ondes bêta ou gamma, on est ultra concentré, on est ultra occupé mentalement. Mais en mode alpha, on est en mode relax, on est éveillé, on n'est pas endormi, on n'est pas vache, on est là, mais on est présent et on est relax. Fait que la théanine va venir promouvoir les ondes alpha. Certaines études qui me démontrent que ça pourrait améliorer le sommeil, probablement pour quelqu'un qui s'en va se coucher, qui est en mode gamma ou bêta, qui pense à résoudre des problèmes. Juste le fait de t'amener en mode alpha, c'est que bon, la switch, elle se met à off, puis tu peux mieux t'endormir. Les posologies, j'ai écrit ça, là, théoriquement, on n'est pas supposé en suggérer, fait que j'ai écrit toujours vérifier avec votre médecin. Bon. Le plaisir sans performance, ça, c'est quelque chose que je ressens moi-même. Je compatis avec ceux qui se retrouvent là-dedans. J'ai bien de la misère à prendre du temps libre pour quelque chose qui n'a pas de but à m'amener ou à performer ou à devenir meilleur. Et c'est quelque chose que j'ai découvert à mes détriments là, cette année, où que des fois, il faut que je prenne du temps. Puis j'ai essayé là, de trouver ce qui me convenait, puis ça va avoir l'air vraiment enfantin, mais le coloriage. Fait que j'ai acheté un livre de colorier pour adultes. J'ai acheté un set de genre 200 crayons bois, puis il y a des moments que je fais juste me mettre de la musique, je m'assis. Là, je m'assoyais dehors, mais là, c'est fini ce temps-là. Mais je m'assoyais dehors quand il faisait beau, puis prenais un peu d'air, puis je coloriais, puis il n'y a pas de but, il n'y a pas de je vais devenir meilleur, il n'y a pas de ligne d'arrivée à atteindre. C'est juste t'asseoir puis profiter du moment en faisant une activité quelconque. Le sommeil, fait qu'évidemment, c'est sûr que si tu ne dors pas assez, puis je pense que vous le faites déjà assez dire, mais là, ça, c'est ultra important. Là. C'est la chose que je considère la plus importante, en fait, pour tout. La santé, les douleurs, la prise de poids. Fait que sommeil, faites attention à ça. Et quelque chose qui passe souvent sous le radar, même si vous êtes coaché en ce moment, mais le support qu'on peut avoir des autres. Fait que là, moi, je trouve ça cool. En ce moment, on est dans le groupe Muscle Max. Je donne un atelier dans une communauté. Fait que c'est vraiment cool ce que Guillaume a créé. Quand les gens ont des problèmes, ils peuvent venir en faire part. Les gens vont venir supporter et donner leur point de vue, donner des trucs. Puis votre coach. Et même chose si, par exemple, vous avez une douleur, ben moi, c'est un peu l'approche que j'essaie d'avoir aussi avec mes clients. Fait que c'est important, autant dans votre entraînement, dans votre entourage, mais aussi pour vos douleurs, d'avoir quelqu'un qui est là pour vous donner un point de vue externe. Puis des fois, vous dites, OK, il faut relaxer un peu. Il n'y a pas de situation grave. On va faire ça, ça va bien aller. Mais le fait d'être coaché, tu sais, c'est
tu prends le pouvoir sur ta santé, tu prends le pouvoir sur toi-même. Tu vas gagner une confiance que tu peux réussir au fur et à mesure que tu vois les résultats parce qu'on s'entend, quand tu as un coach, tes résultats vont arriver plus rapidement. C'est pas que tu ne peux pas y arriver tout seul. Puis même chose avec la douleur. Je suis sûr qu'il y en a plein qui vont essayer avec une balle de se masser, faire des petits étirements, mais ça se peut qu'un an plus tard, tu es encore en train de tourner en rond quand ça aurait pu être fini en 3 mois. Le fait d'avoir un coach et un thérapeute, et encore mieux les deux qui collaborent ensemble, comme on fait avec GB, c'est qu'il y a moyen d'ajuster tes exercices. OK? Combien de fois j'ai vu ça, des gens qui ont une douleur, qui n'ont pas de coach, puis là, ils m'écrivent, puis là, ça fait 1 mois, je ne m'entraîne plus, puis j'essaye de retourner, je me refais mal à chaque fois, puis je suis comme, il aurait dû avoir 0 jour sans entraînement, juste avec la situation que j'entends. Le lendemain de ma consultation avec cette personne-là, elle peut retourner au gym la majorité du temps. Il faut juste savoir quoi faire. Puis c'est ce que peut apporter un coach. Et c'est sûr que quelqu'un qui est habitué de s'entraîner, que tu y enlèves ça de sa vie, je m'excuse là, mais ça peut définitivement augmenter le niveau de douleur juste en affectant le moral, mais aussi parce que tu te vois aller, tu prends un peu de poids, tu te sens moins accompli. Puis il y a la composante des endorphines avec l'exercice. Ça, c'est comme une drogue naturelle. Fait que c'est sûr que si tu arrêtes complètement l'exercice parce que tu ne sais plus quoi faire, tu te prives de plusieurs choses qui peuvent diminuer ta douleur. Un coach, c'est vraiment là pour t'éduquer. Fait que tu peux poser les bonnes questions et cette personne-là est là pour t'expliquer, t'enseigner, t'aider à mieux te comprendre, à connaître tes limites et à te doser. Et ça, c'est complètement fou à quel point je remarque que les adultes n'ont pas développé ça. C'est comme si on est des enfants. Quand il s'agit de savoir reconnaître ses limites et se doser, les gens, ils comprennent rien, là. Puis je pourrais en nommer des centaines et des centaines d'exemples de gens qui se poussent à bout. Ils me consultent, je leur dis, je pense que tu te pousses trop à bout, enlevons ceci et cela. Puis la semaine d'après, ils se réessayent sans même que j'aie dit de recommencer. Ils se refont mal et ils m'écrivent, ah, j'ai essayé de faire X, Y, Z. Là, j'ai de la misère un matin avec mon épaule, mon dos, peu importe quoi. Qu'est-ce que je peux faire? Ben non, qu'est-ce que tu peux ne pas faire? Fait que là, c'est encore le mindset de qu'est-ce que je peux ajouter comme exercice? Non, des fois, c'est juste d'écouter son corps puis d'arrêter de faire ça temporairement puis de le réintégrer intelligemment et graduellement. Et surtout ça, le support, d'avoir quelqu'un qui t'écoute, qui te comprend, qui te rassure et surtout qui t'offre un point de vue externe. Parce qu'on n'est pas bon pour s'observer soi-même, puis des fois on panique, puis on pense que tout est full, grave, c'est fini, je me suis blessé, je ne peux plus m'entraîner, c'est de la merde. Ça aussi, ça m'arrive souvent avec des clients, puis finalement, je suis comme, non, gars, il est juste arrivé ça, on va faire ça, prendre une semaine off, on retourne la semaine prochaine, fais juste réintégrer un exercice de ça, puis gars, ainsi de suite, puis après 2-3 semaines, ils voient le big picture, puis ils font, ouais, ok, t'avais raison. Fait que ça, c'est tellement important, là, tu sais, quand tu as un coach, d'avoir ce support-là. J'espère que vous vous en rendez compte là, avec votre programme actuellement. Ça peut vraiment calmer les sources d'anxiété. Fait que je vais terminer sur ceci. Finalement, tout est une question de choisir ton inconfort. Si tu choisis la voie plus difficile, ben c'est sûr que ça va être plus inconfortable à court terme. Hein? Tu as plus d'étapes à faire, c'est plus complexe. Mais dans le long terme, ça va être plus confortable. On s'entend l'exemple parfait. Tout ce que vous faites en ce moment, c'est difficile, right? Vous faites votre cardio, certains vont compter leurs calories, vous faites vos entraînements. Mais pourquoi qu'on le fait tout? Pourquoi on prend cet inconfort-là ici, maintenant, dans le court terme? Parce qu'on sait que plus tard, c'est ce qui va nous amener une vie plus confortable. Tandis que si tu décidais, ah, gars, je mange des chips, je fais rien, je bouge pas, ça me tente pas, je suis débordé, j'ai pas le temps d'aller au gym. Mais ça peut être confortable à court terme, mais on le sait que ça nous rattrape, puis à long terme, ça nous amène beaucoup plus d'inconfort. Fait qu'à toi de choisir quel inconfort. Veux-tu un inconfort maintenant pour un meilleur demain ou veux-tu peut-être un confort maintenant,
mais le regretter demain. Fait que je vous laisse sur cette piste de réflexion. Merci d'avoir écouté et une très bonne journée à vous.